Bonjour à tous. Nous allons vous présenter aujourd'hui un panorama des réglementations européennes cyber et IA. Nous faisons partie de CIBIA, qui est un EDIH, avec nos collègues dont les logos sont ici, la Bretagne, les Hauts-de-France, la Vallée de la Loire, l'Occitanie, la Nouvelle-Aquitaine et la Réunion. Pour vous présenter donc ce panorama donc qui a été réalisé par ces différents partenaires, donc si bien en particulier est cofinancé par l'Union européenne et la région Île-de-France, alors que les autres DH sont tous cofinancés par l'Union européenne et aussi éventuellement par leur région correspondante. Eh bien, nous avons donc ici Chloé, Bonjour qui est Françoise, bonjour à voilà. tous. Donc je travaille pour le Hub Francia et je suis responsable des affaires réglementaires et européennes et je suis avec Françoise. Et moi, je suis donc le conseiller scientifique du Hub Francia. Donc, ce dont nous allons vous parler aujourd'hui, donc c'est ce panorama des réglementations européennes cyber et IA. Et il s'agit dans cette capsule de comprendre les différentes réglementations qui sont applicables aux PME et de voir si on peut mettre en place un certain nombre de bonnes pratiques pour se mettre en conformité. Donc, si vous êtes une PME, bien, vous savez que l'Union européenne est en train de renforcer les réglementations. Le but de la Commission européenne, c'est en fait de protéger les citoyens européens et les entreprises qui agissent dans le périmètre de l'Union européenne. Euh, En tant que société ayant des activités dans l'Union européenne, vous devez vous conformer à ces nouvelles réglementations. Sinon, vous aurez des sanctions, mais vous pouvez également voir ceci comme une opportunité pour renforcer votre sécurité, renforcer votre crédibilité, votre image. Et tout ça, c'est en fait le but pour nous ici, c'est de vous faire comprendre, vous en tant que PME, quelles sont les réglementations européennes qui vous sont applicables et qu'est-ce que ça implique pour vous, quel effort vous devez faire. Alors, si on regarde maintenant la cybersécurité, donc la cybersécurité de votre PME, est-ce qu'elle vous concerne? Bah, elle devrait, parce que vous avez ici les chiffres du baromètre Cézanne 2023. Si vous avez une attaque cyber, eh bien, en fait, le coût moyen, c'est 120 000 euros. C'est le coût qui a été déclaré par les PME compagnies d'assurance. Il se trouve que 56% des PME ont eu au moins un incident cyber et que tout ça, c'est très souvent, 70% en l'occurrence, lié à des collaborateurs même de l'entreprise qui ont fait une action peut-être pas toujours très maligne, en tous les cas, ils ne se sont pas rendus compte de ce qui se passait. Donc, vous devez vous protéger parce qu'il y a effectivement, donc, comme on vient de le voir, un aspect financier, mais également, c'est ce qu'on va détailler dans la suite, il y a des obligations légales en matière de cybersécurité. Et si vous ne respectez pas ces obligations légales, il peut se passer plusieurs choses. Un, que votre PME soit en danger. Il y a quand même un certain nombre de PME qui déposent le bilan après une attaque cyber. Deux, vous mettez en danger peut-être aussi vos clients qui peuvent par contamination, entre guillemets, subir l'attaque. Et même, vous pouvez avoir des petites surprises. Par exemple, si vous n'êtes pas conforme aux obligations légales, eh bien votre assurance peut vous refuser la prise en charge d'un sinistre parce que tout simplement, vous n'étiez pas conforme. Donc attention, la cybersécurité, ça vous concerne pour tout un tas de raisons. Alors, ensuite, c'est quoi les impacts? En fait, comme on l'a vu, il y a des impacts financiers. Les impacts financiers, c'est que ça va vous coûter de l'argent pour vous mettre en conformité aux nouvelles réglementations. Vous allez devoir mettre en place un certain nombre de processus, un certain nombre de documentations, un certain nombre de formations, d'audits, etc. Donc, il y a un coût non négligeable à mettre certainement en balance de ce qui se passerait si vous n'étiez pas en conformité ou vous auriez peut-être de graves ennuis.
Ensuite, vous allez devoir mettre en place des ressources, donc des personnels qui ont les compétences à la fois en cybersécurité, puisque on va le voir, il y a beaucoup de ces réglementations qui concernent la cybersécurité, mais également des ressources qui sont plus des ressources, on va dire, légales, qui connaissent bien les principes de mise en conformité. Ensuite, vous avez des risques. Ce sont à la fois les sanctions financières que vous auriez à régler si vous étiez contrôlé et que vous n'étiez pas conforme, mais ça peut être aussi également des sanctions réputationnelles, c'est-à-dire que vous, par exemple, si vous êtes un fournisseur pour une entreprise, l'entreprise va vouloir s'assurer que vous avez mis en place les bonnes mesures pour être conforme. Et donc, cette réputation de bon partenaire est vraiment importante à maintenir, c'est ce qu'on verra plus tard. Ensuite, voyez tout ça comme une opportunité également. Ça va renforcer votre compétitivité, vous apparaissez comme un partenaire de confiance et ça va donc donner confiance aux clients. Et ce sujet de la confiance, on va y revenir dans la suite. Alors, pour couvrir les différentes réglementations existantes, on a fait en gros deux grands paquets. Le paquet de toutes les réglementations qui sont relatives à la cybersécurité. Donc, la Commission européenne a publié la directive Nice en 2016, le Cyber Security Act en 2019, la directive Nice 2 en 2022, DORA en 2022, le Cyber Resilience Act en 2024. Comme vous voyez, il y a beaucoup de réglementations qui arrivent au fil des années. Et puis, dans le paquet intelligence artificielle, il y a la très grosse réglementation qui s'appelle l'AIA, qui a été entérinée en 2024. Et ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, ces deux ensembles de réglementations, elles ne sont pas indépendantes du tout. Elles adressent souvent les mêmes préoccupations, voire les mêmes méthodologies. Et donc, c'est important de bien comprendre les deux ensemble. Alors, tout ça, toutes ces réglementations, comme on a dit tout à l'heure, elles ont un objectif commun, c'est d'assurer la confiance des utilisateurs. La Commission européenne est persuadée que un consommateur, pour accepter de consommer un produit, il doit avoir confiance dans ce produit. Et pour ça, en fait, on identifie 4 grands axes pour construire la confiance, si vous voulez. Le premier axe, le premier bloc, c'est la robustesse. Ben, vous allez avoir un système qui est mis au service des consommateurs. Il se trouve que ce système peut être attaqué, il l'est. Est-ce que ce système va continuer à fonctionner de façon stable devant ces perturbations? Donc ça, c'est la robustesse d'un système aux attaques. Quelque chose d'un petit peu relié à ça, c'est ce qu'on appelle la résilience. Cette fois-ci, on veut que le système soit capable de résister, d'absorber, de s'adapter aux attaques. Et quand il y a une attaque, et disons qu'il tombe, eh bien on veut qu'il puisse se rétablir rapidement face à ces perturbations. Donc, nous allons maintenant, comme vous l'avez entendu, on a parlé de confiance, c'est-à-dire qu'en fait, la Commission européenne, ce qu'elle souhaite, c'est que les consommateurs aient confiance dans les produits qui sont mis sur le marché en Europe. Et pour analyser cette confiance, en fait, on distingue 4 axes. Le premier axe, ça va être la robustesse. Un système, il est mis en production pour faire un certain nombre de choses, il dit ce qu'il va faire, il dit les performances qu'on doit attendre de ce système, et si par hasard le système est attaqué, eh bien on veut qu'il puisse continuer à fonctionner malgré les perturbations. Donc cette robustesse aux attaques, c'est quelque chose qui va donner confiance aux consommateurs, qui va se dire, ben voilà, le système, voilà, il est costaud, quoi, hein, il tient bien le choc. Quelque chose qui est assez lié à ça, c'est la résilience. Pareil, le système, il peut être attaqué, il peut y avoir des perturbations qui ne sont pas des attaques, mais des perturbations à cause du climat, à cause de choses comme ça. On veut que le système soit capable de résister. Et si par hasard il tombe, comme on dit, eh ben on veut que le système puisse se rétablir rapidement. Donc la résilience, c'est vraiment la capacité d'un système à résister à un certain nombre de perturbations ou d'attaques de façon
rapide. Par exemple, s'il y a une attaque et que ça se passe mal, eh bien, il faut que ça reparte très vite. Vous voulez que le service soit rendu immédiatement et pas comme dans certains cas où on voit des coupures qui durent, par exemple, 24 heures. Donc, c'est pas ça qu'on veut. Donc ça, c'est un système résilient. La robustesse et la résilience, vraiment, ça assure la confiance d'un client dans le fait qu'ils ont en face d'eux un système qui tient la route, on va le dire rapidement. Ensuite, il y a le sujet de la sécurité. Alors là, c'est un petit peu différent. Vous avez des systèmes qui fonctionnent, donc des réseaux, des systèmes d'information, des applicatifs, etc. Et ce que vous voulez, c'est que ces systèmes-là soient protégés, entre guillemets, mais également que les utilisateurs soient protégés. Supposez un système tel que dès que vous vous connectez au système, hop, toutes les informations que vous mettez dans le système immédiatement s'en vont, disons, par exemple aux États-Unis. Donc ça, c'est un problème. On veut vraiment assurer la sécurité du système et des utilisateurs pour, encore une fois, garantir la confiance des utilisateurs. Et finalement, le quatrième axe, c'est la capacité d'un produit à fonctionner de façon constante, de toujours produire les mêmes niveaux de performance tout au cours du temps. Donc, il a annoncé qu'il allait pouvoir délivrer un certain service chaque jour pendant 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, eh bien, on s'attend à ce que le service fasse effectivement ce qu'il a annoncé de faire, qu'il a annoncé qu'il allait faire tous les jours. Donc, conservez bien en tête ces 4 blocs et vous verrez qu'on va s'en servir en fait pour vous montrer, pour vous présenter les différentes réglementations. Donc, on est bien clair que la réglementation, ça vise à créer la confiance des consommateurs et selon les réglementations, ça va s'adresser à un axe ou à un autre. Alors maintenant, je vais d'abord, avant de passer la parole à Chloé, je vais vous commenter le format général qu'on a adopté pour présenter les différentes réglementations, pour que vous puissiez les comparer. Vous voyez on a donné 4 grands champs. Le premier champ, c'est le calendrier d'application. Est-ce que la réglementation est déjà en place? Est-ce que vous êtes déjà soumis à la réglementation, du coup? Ou bien, si pas encore, est-ce que il y a un calendrier qui est prévu et quel est ce calendrier? Donc là, ça vous donne une idée en fait de quand vous devez absolument être prêt. Le deuxième panneau, ça concerne les objectifs. Donc, quel est le but de la réglementation en question, tel qu'il est vu par la Commission européenne et tel que le texte normalement doit le refléter, bien sûr. Ensuite, on vous parle des entités concernées ou des champs d'application de cette réglementation. Donc, est-ce que vous êtes l'une de ces entités ou est-ce que votre produit tombe dans l'un des champs d'application qu'on va vous lister? Et ensuite, face à tout ça, quelles sont vos obligations? Qu'est-ce que vous devez faire? Qu'est-ce que vous devez mettre en place pour pouvoir être conforme à cette réglementation? On vous a mis à chaque fois un petit paragraphe, donc les choses à retenir, les choses auxquelles il faut que vous soyez bien attentifs. Et vous voyez que vous verrez rapidement que, en fait, c'est pas toujours très simple de se retrouver dans cette jungle, mais on a essayé d'éclairer le paysage autant que possible. Alors, notez d'abord que Nice, comme le panneau suivant sur Nice 2, c'est des réglementations qui ont pour but la confiance, comme toujours, mais qui fournissent une espèce d'approche transversale à la confiance qui vont concerner tous les blocs qu'on a vus précédemment. Donc, les 4 blocs en question sont concernés. Et plus précisément, Chloé, raconte-nous ce que c'est exactement que la directive Nice. Exactement, Françoise. Nice et Nice 2, sa sœur, qui est parue un peu plus tard, sont les premiers textes de l'Union européenne sur la cybersécurité. Et donc, c'est des textes généraux, des textes transverses qui ne viennent pas cibler une seule dimension de la confiance, mais toute la dimension de la confiance. Alors, pour la directive Nice, c'est une directive qui a été publiée en 2016. Nice, c'est le raccourci de Network and Information Security. Et c'est une directive qui vient améliorer la cybersécurité des infrastructures
critiques. Alors, vous pouvez le voir dans le calendrier d'application, c'est une directive qui a aujourd'hui été abrogée, c'est-à-dire qu'elle n'est plus en vigueur et qui a été remplacée par NIS 2 depuis le 17 octobre 2024. On va vous présenter NIS 2 juste après, mais il était quand même nécessaire de vous présenter NIS parce que normalement, aujourd'hui, vous devriez déjà y être conforme puisqu'elle était préexistante. Alors, comme je viens de vous en parler, Nice a pour but d'améliorer la cybersécurité des infrastructures critiques. Et ces infrastructures critiques, ce sont notamment les secteurs liés à l'énergie, les transports, la santé, les finances, euh, l'eau et les infrastructures numériques. Pour cette directive Nice, on va noter deux entités qui sont concernées. C'est les opérateurs des services essentiels dans les secteurs que je viens de vous présenter et aussi les fournisseurs de services numériques qui vont proposer des services tels que les moteurs de recherche, des services de cloud computing ou de marketplace qui sont estimés aujourd'hui comme étant des infrastructures critiques sur le niveau numérique dans l'Union européenne. Alors pour ces OSE et ces FSN, comme on les appelle par leur petit nom, il y a trois grandes obligations, mais il y a aussi des devoirs. La première obligation, c'est une obligation d'évaluation des risques continus, c'est-à-dire qu'on doit évaluer ces risques au moment où on met en place le service, mais aussi tout au long du cycle de vie de ce service. On a aussi l'obligation de prendre des mesures de sécurité qui soient à la fois techniques et organisationnelles. Les mesures techniques, c'est par exemple dans le fonctionnement même du système ou du service. Et les mesures organisationnelles, ça va être la formation du personnel, la gestion de celui-ci et la mise en place de processus internes dans l'organisation qui permettent d'assurer la sécurité. Au-delà de ces obligations, on a aussi un devoir de notification des incidents significatifs à l'ANSSI, qui est l'autorité nationale en France qui est compétente pour cette directive, et un devoir de coopération et d'échange d'informations avec les autorités. Et sur cette directive Françoise, le petit élément à retenir pour les PME qui nous écoutent aujourd'hui, c'est que si vous êtes dans le domaine des infrastructures critiques concernées par les opérateurs de services essentiels, donc tout ce qu'on a dit précédemment, l'énergie, le transport, etc., il n'y a pas de distinction en fonction de la taille de l'opérateur de service. C'est-à-dire que vous ayez 10 employés ou 1000 employés, vous êtes concerné par cette directive. En revanche, si vous êtes un fournisseur de services numériques, la directive est applicable uniquement si vous avez plus de 50 employés dans votre PME ou un chiffre d'affaires annuel supérieur à 10 millions d'euros. D'accord, très bien. Et maintenant, on va voir l'extension avec NIS 2. Alors là, moi, quand je regarde ce slide sur Nice 2, la première chose que je vois, c'est un mot que j'aimerais que tu m'expliques, c'est le mot de transposition. Que veut dire transposition? Alors, dans le cadre des réglementations européennes, on va avoir 4 grands textes juridiques, mais aujourd'hui, on va en voir que 2, qui sont la directive et le règlement. Nice 1 et Nice 2 sont des directives, c'est-à-dire que pour qu'ils soient applicables dans un pays, le pays doit le transcrire dans son droit national, c'est-à-dire que ça doit faire l'objet d'une loi qui va venir transposer ces obligations. On a après des réglementations, on verra que ce n'est pas nécessaire du tout, puisque quand c'est une réglementation, c'est effectif dès l'entrée en vigueur ou l'entrée en application de la réglementation. Mais NIS 2 est une directive, donc il nous faut une loi maintenant au niveau français pour venir la traduire dans notre droit national. Tout à fait. Très bien. Alors maintenant, raconte-nous tout ça. Alors, donc, NIS 2 vient remplacer NIS 1, comme je vous le disais juste avant. C'est un texte qui est en cours de transposition en droit français. Donc, le projet de loi a été examiné par le Sénat au mois de mars et on s'attend à un vote courant 2025 pour une transcription en droit français cette année. Cette directive NIS 2, elle vient donc compléter NIS 1 en élargissant son champ d'application. Vous allez voir qu'on va au-delà des secteurs critiques qu'on a vus juste avant
et au-delà des fournisseurs de services numériques. Et on étend les services et les activités avec maintenant celles des activités sociales ou économiques critiques. Avant, on n'était dans NIS 1 que sur les infrastructures critiques. Maintenant, on ajoute des activités qui sont également concernées par cette directive. Et l'objectif global de cette directive, c'est de renforcer les mesures de cybersécurité et aussi les obligations concernant la gestion des incidents et la supervision de ces activités et des infrastructures tout au long de leur cycle de vie. Contrairement à NIS 1, on parle ici de champ d'application et pas d'entités concernées. Et le champ d'application de NIS 2 est assez large, puisqu'on a à la fois des secteurs qu'on appelle des secteurs hautement critiques et des secteurs critiques. Les secteurs hautement critiques, ce sont les gestions des eaux, des énergies, tout ce qui est lié aussi aux activités dans l'espace, les technologies de l'information, de la communication, la santé et bien d'autres. Donc c'est quand même assez large. Et on a également des secteurs qu'on estime comme critiques, qui sont les industries chimiques, manufacturielles, les fournisseurs numériques, la gestion des déchets et encore d'autres secteurs. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est quand même la directive NIS 2 a un champ d'application très large. D'ailleurs, on vous en parlera après, mais il y a des ressources qui vous permettent d'identifier si vous êtes dans le champ d'application de cette directive. Pour ces champs d'application et pour les entités qui travaillent dans ces domaines, il y a des obligations qui sont instaurées par NIS 2, notamment de partage d'informations avec les autorités compétentes, aussi des obligations, comme on l'a vu pour NIS 1, de mise en place de mesures techniques et organisationnelles, auxquelles s'ajoutent des mesures juridiques, c'est-à-dire qu'il faut avoir dans l'entreprise les compétences nécessaires pour gérer les enjeux de la conformité et les enjeux liés au risque d'un aspect légal. Et enfin, comme dans NIS 1, il y a une obligation de notifier les incidents significatifs à l'ANSSI, mais cette fois-ci avec un délai de 24 heures qui est mis en place. Pour NIS 2, ce qu'il faut retenir, c'est que c'est une directive qui est assez complexe dans l'établissement des entités qui sont concernées. Elle fait le distinguo entre des entités qui travaillent dans le secteur hautement critique et celles qui sont dans le secteur critique. Pour cela, vous pouvez vous référer au règlement qu'on va mettre, pardon, à la directive qu'on va mettre dans les références pour le secteur hautement critique dans l'annexe 1 et pour le secteur critique dans l'annexe 2. Cette directive va parler soit d'entités essentielles, soit d'entités importantes. Et la principale différence entre ces deux entités, c'est qu'une entité essentielle qui subirait une interruption de service aurait de très graves conséquences pour l'ensemble de l'État membre concerné. Donc, par exemple, une interruption de service d'EDF ou de Veolia sur la gestion des eaux aurait une importance trop haute pour l'État membre et donc c'est considéré comme hautement critique. Très Comme bien. je vous le disais, c'est un règlement compliqué sur la répartition des entités concernées. Et avec Françoise, nous vous conseillons de vous référer à mon espace NIS 2 qui est mis à disposition par cyber.gouv, qui vous permet de faire un petit test pour savoir si vous êtes concerné ou pas par cette directive. Et vous avez également un MOOC de l'EDIH Bretagne. Donc, si vous allez sur le site de l'EDIH Bretagne, il va bientôt être mis en ligne, pas tout à fait, mais presque. Vous aurez tout un MOOC, donc un cours assez complet sur NIS 2 pour essayer d'éclairer un peu la complexité de la chose. Voilà, NIS 2. C'était Alors, NIS 2. c'était NIS 2. Alors maintenant, on va parler du Cyber Security Act, donc, qui est le règlement sur la cybersécurité des produits, des services et des processus. Donc, alors que NIS était axé plutôt sur le bloc sécurité de la confiance et concernait essentiellement les systèmes et les infrastructures critiques, le Cyber Security Act, lui, il est axé sur le bloc fiabilité de la confiance, donc il veut assurer un fonctionnement fiable, et il va concerner tous les produits TIC, c'est-à-dire les produits des technologies de l'information et de la communication. Et ce Cybersécurité Act, lui, il est en vigueur, n'est-ce pas, Exactement. Chloé? C'est un règlement qui a été publié en 2019 et qui est en application totale depuis juin 2021.
Et avant qu'on plonge dans ce règlement, ce qu'il faut que vous ayez en tête, c'est qu'il est un petit peu particulier parce qu'il ne vient pas lister des obligations, mais il vient donner l'autorisation à l'ENISA, qui est l'organisme européen de cybersécurité, de créer un cadre de certification de sécurité européen et de donner aux organismes d'évaluation de sécurité et de cybersécurité nationaux la possibilité de délivrer ces certificats au niveau de leur État membre. Et donc, l'objectif de ce règlement, c'est de faire en sorte qu'au niveau européen, on ait les mêmes mécanismes d'évaluation de la cybersécurité et de fournir différents niveaux d'assurance pour cette certification. Alors, qui peut se faire certifier dans le cadre de ces cadres de certification? Ce sont les fabricants de fournisseurs de produits et les processus TIC. Donc, on parle à la fois des produits et des processus liés aux techniques de l'information et de la communication. Les processus, ça peut être un peu moins évident, c'est ce qu'on appelle les activités qui sont exécutées pour développer ou fournir le produit. C'est préalable à l'existence de celui-ci. Et donc, ces fabricants et ces fournisseurs pourront se faire certifier afin de permettre à l'utilisateur de leur service de choisir un produit qui soit adapté à ses besoins de sécurité et de cybersécurité. Le deuxième partie du champ d'application de ce règlement, c'est les organismes d'évaluation de la conformité, tels que l'ANSSI en France, dont on parlait précédemment, qui auront l'autorisation de délivrer des certificats de cybersécurité européens. Les différents niveaux de cybersécurité des certifications sont répartis sur 3 niveaux. Un niveau élémentaire, c'est une protection basique contre les attaques connues et la certification peut se faire en auto-évaluation. On a aussi une certification du niveau substantiel qui permet la protection contre les attaques à ressources limitées. Là, ce sera une certification par un organisme dédié. Au niveau français, à aujourd'hui, on n'a pas encore le nom de ces organismes qui seront capables de délivrer cette certification, mais elle sera supervisée par l'ANSSI. Et enfin, une certification de niveau élevé qui permettront la protection contre les attaques de pointe qui sera uniquement délivrée par l'ANSSI en France. Ce qu'il faut noter, 2 éléments importants. Un premier élément important, bien que la mise en application date de juin 2021, à aujourd'hui, les schémas de certification sont toujours en cours de rédaction. Donc, il n'est pas possible aujourd'hui de se faire certifier. Ce sera possible dans le futur. Et il faut noter, deuxième élément important, que cette certification sera volontaire pour les entreprises. C'est un moyen, si on le souhaite, d'attester de sa sécurité et aussi, ça peut être un avantage compétitif, comme le disait précédemment Françoise, une opportunité en démontrant sa compétitivité de rassurer de potentiels clients et de faire en sorte qu'ils nous choisissent nous plutôt qu'un autre. Absolument. Maintenant, on va passer à DORA. Donc, DORA, c'est une réglementation qui va concerner essentiellement le domaine financier et qui va concerner également le bloc résilience de la confiance. Alors, Exactement, Françoise. DORA, c'est un règlement qui a été publié en 2020, mais qui est entré en application totale depuis le 17 janvier 2025. Donc, les entreprises et les entités devraient déjà être en conformité, puisqu'elles ont eu 5 ans pour faire ce travail de préparation. Et il a pour objectif de renforcer la résilience opérationnelle des entités financières. Donc, on est bien, comme disait Françoise, sur le bloc résilience de la confiance, et c'est un règlement très sectoriel puisqu'il concerne les entités financières. Donc, ce champ d'application va concerner les banques, les assurances, les gestionnaires d'actifs, mais il va également concerner les fournisseurs de services de technologie TIC, donc de l'information et de la communication, qui agissent pour ces entités financières. Par exemple, une PME qui va fournir à une banque un service de cloud, un service de paiement ou qui va être éditeur logiciel pour ces entités financières. Dans le cas où une entité financière ou un fournisseur de services agirait pour ces entités, il y a plusieurs obligations.
l'obligation des risques, de gestion des risques opérationnels numériques, avec notamment l'obligation de réviser tous les ans son cadre de gestion des risques. Ce qui est important à comprendre dans DORA, c'est que tous les ans, les processus doivent être examinés pour pouvoir évaluer les risques. Enfin, il y a également des tests de résilience, notamment sur les systèmes critiques, au moins une fois par an. Et comme beaucoup d'autres réglementations de la cybersécurité qu'on a abordées précédemment, il y a aussi des obligations de notification des incidents dans les 24 heures, cette fois-ci à plusieurs autorités compétentes en fonction du secteur d'activité de l'entité financière. Ça peut être la CPF, ça peut être l'AMF ou encore la Banque de France en fonction de l'autorité nationale qui s'occupe de cette entité. Ce qu'il faut noter particulièrement pour ce règlement, c'est que ça a un impact uniquement pour les PME du secteur financier ou celles qui agissent avec le secteur financier. On peut aussi noter que l'impact est diminué via un principe de proportionnalité pour ces petites entreprises et cela se traduit notamment, par exemple, avec une exemption de certaines obligations comme les tests de pénétration avancés pour les PME. C'est ce qu'il faut noter pour ce règlement. Mais il faut quand même noter que si un principe de proportionnalité existe, cela n'exempte pas de toutes les autres obligations nécessaires pour se conformer à ce règlement. Donc, il faut de toute façon identifier ces vulnérabilités, en clair, absolument. Exactement. Voilà. Donc ça concernait la banque. Maintenant, on passe au Cyber Resilience Act. Son petit nom, c'est CRA. Et le Cyber Resilience Act, comme vous le voyez, hein, ça met l'accent essentiellement sur le bloc résilience de la confiance, et ça va s'adresser essentiellement aux produits des technologies de l'information. Exactement, Françoise. Et ce qu'il faut noter sur ce Cyber Resilience Act, c'est que c'est un règlement qui est assez récent, hein, puisqu'il a été publié en 2024, tout comme les AI Act qu'on va aborder juste après. Et donc, on pourrait se dire qu'on a du temps pour se mettre en conformité. La réalité, c'est que bien que les obligations vont entrer en application entre septembre 2026 et décembre 2027, il faut faire le travail de mise en conformité dès maintenant. Et cet avertissement est aussi valable pour les AI Acts dont on va parler juste après. Et il faudra bien que vous gardiez en tête ce CRA quand on va parler de l'AI Act. Donc ce CRA, de son doux nom, a la lourde tâche de faire en sorte que les produits comportant des éléments numériques, que l'on appelle des PEN, mis sur le marché de l'Union européenne, soient moins vulnérables aux attaques. Et il a une autre tâche qui est de faire en sorte que les fabricants de ces PEN soient responsables de la cybersécurité de leurs produits tout au long du cycle de vie. Concrètement, qu'est-ce qu'un PEN et qui est fabricant et importateur de PEN? Ce sont des dispositifs IoT, des logiciels, des équipements de réseau. On va distinguer après avec des exemples un peu plus concrets. Mais la définition générale donnée par le CRA, c'est qu'un PEN, c'est tous les biens pourvus d'une connexion directe ou indirecte, logique ou physique à un dispositif ou à un réseau. Avec cette définition, on constate que c'est quand même une définition qui est assez large. Donc il y a de fortes chances que vous soyez aujourd'hui concerné par ce règlement. Si c'est le cas et que vous entrez dans le champ d'application de ce règlement, vous avez 3 obligations. Une obligation de conception sécurisée, c'est-à-dire ce qu'on appelle la sécurité by design et la sécurité par défaut. Sécurité by design, c'est dès la conception du produit, intégrer la sécurité et la résilience dans sa conception. Sécurité par défaut, ça veut dire que le produit doit toujours être livré en étant sécure. C'est une option de base du produit.
Il y a aussi, comme on l'a dit pour les fabricants, une obligation de mise à jour de sécurité pendant au moins 5 ans après la mise sur le marché du produit. Ce pour permettre d'adapter le produit aux différents risques cyber qui peuvent apparaître avec l'évolution des pratiques. Et enfin, il y a des obligations de gestion des vulnérabilités et de documentation, et notamment de documenter comment la conception sécurisée, le security by design et by default, ont été mises en place. Ce qu'il faut retenir pour comprendre le CRA, c'est que, à la manière de plusieurs autres réglementations du numérique, on a un niveau de risque qui est instauré dans ce règlement. C'est-à-dire que si le produit est en fonction du niveau de risque, les obligations ne sont pas les mêmes et diffèrent. Au sein du CRA, on distingue 3 niveaux de risque, le risque non critique, le risque important et le risque critique. Françoise, peut-être un petit exemple, un pen non critique, c'est un appareil connecté grand public. Un pen important, c'est ce qui va appeler les gestionnaires de mots de passe, les VPN, les systèmes de gestion de réseau. Et le pen critique, ce sont les cartes à puce, les compteurs intelligents tels que ceux liés à votre consommation d'électricité que vous connaissez bien. La raison pour laquelle cette catégorisation par niveau de risque existe, c'est que en fonction du produit et du contexte d'utilisation prévu, l'impact potentiel sur la sécurité des personnes, sur les droits fondamentaux ou les infrastructures essentielles diffère. Et donc, on a besoin de niveaux de cyber-résilience différents. On a également au sein du règlement, pour ceux que ça peut intéresser et peut concerner, des distinctions entre les logiciels libres, les logiciels ouverts et les peines qui sont fermées. Et ce qu'il faut noter, c'est que en fonction du niveau de risque, on a une évaluation de conformité à réaliser dans le cadre de ce règlement. Et gardez bien en tête cette évaluation de conformité parce qu'on va en avoir besoin juste après pour parler de l'AI Act. Absolument. Donc, justement, parlons de l'AI Act. Donc, l'AI Act, c'est la réglementation. Donc là, on quitte les réglementations pure cyber, on passe à la réglementation sur l'intelligence artificielle. L'AI Act, c'est la grande réglementation phare de l'intelligence artificielle publiée par la Commission européenne en 2024. Ça vise, comme précédemment, une IA ici de confiance, et non plus seulement un système de confiance, et ça va s'appuyer aussi sur une analyse du risque. Alors, les AIAC, c'est une réglementation, un règlement qui est extrêmement complexe. On va ici vous présenter, très rapidement bien sûr, les AIAC avec une vision cyber. Donc, on prend nos lunettes cyber pour vous présenter les AIAC. Vas-y, Exactement, dis-nous tout, Françoise. Donc, Chloé. on enfile nos lunettes cyber et on plonge dans les actes en sachant que si d'aventure le sujet vous intéresse, Françoise et moi réaliserons une autre capsule plus tard sur les actes pour aller plus en détail dans ce sujet. Alors, l'AI Act, il a été publié en 2024, donc tout comme le Cyber Resilience Act, c'est un règlement très récent et il va entrer en application de manière échelonnée jusqu'en août 2027. Attention, entrer en application échelonnée de la même manière que pour le CRA ne veut pas dire qu'il ne faut pas anticiper sa mise en conformité. C'est un règlement très complexe, comme le soulignait Françoise, et il faut s'y intéresser dès maintenant. À aujourd'hui, si vous êtes concerné, que vous utilisez ou que vous fournissez de l'intelligence artificielle, vous devriez déjà avoir cartographié les systèmes d'IA que vous avez pour savoir leur niveau de risque et déjà interdit l'utilisation de ceux qui sont du niveau de risque qu'on appelle prohibé. En effet, au sein de la Act, on a quatre niveaux de risque. Un premier niveau de risque qui est ce qu'on appelle les systèmes d'IA à risque minimal. On a ensuite les systèmes d'IA avec obligation de transparence, les systèmes d'IA à risque élevé et enfin les systèmes d'IA prohibés dont le risque est trop élevé pour qu'on puisse autoriser leur utilisation au sein de l'Union européenne. Alors donc, l'objectif de ce règlement, c'est de faire en sorte d'encadrer l'utilisation de l'intelligence artificielle, que ce soit l'utilisation des systèmes d'intelligence artificielle ou de ce que le règlement désigne comme des modèles d'IA à usage général. Les modèles d'IA à usage général, ce sont ce que vous connaissez plus communément sous le nom d'IA générative, par exemple ChatGPT.
On va venir encadrer l'utilisation de ces systèmes d'IA et de ces modèles d'IA à usage général dans le but de garantir la sécurité et les droits fondamentaux des citoyens de l'Union européenne, et ce, en évaluant les niveaux de risque et en déterminant des obligations en fonction du niveau de risque du système d'IA. Le champ d'application de ce règlement, il est en fonction du rôle dans le chaîne de la valeur de l'IA. Il concerne les fournisseurs, les déployeurs, les mandataires et distributeurs de ces systèmes d'IA et des modèles d'IA à usage général. Il y a de fortes chances que vous qui nous regardez aujourd'hui, vous soyez soit fournisseur, c'est-à-dire que vous développez ou faites développer pour le compte de votre marque un système d'IA, ou que vous soyez déployeur, c'est-à-dire que vous mettez en place au sein de votre entreprise un modèle d'IA ou un système d'IA qui vous a été fourni par une entreprise tierce. En fonction de votre rôle et en fonction du niveau de risque de votre système d'IA ou de votre modèle d'IA à usage général, vous avez des obligations qui diffèrent. Ce qu'il faut garder en tête, c'est qu'il faut évaluer les risques liés à votre système d'IA. En fonction de ces risques, vous allez pouvoir le ranger dans l'une des catégories qu'on a expliquées précédemment et donc appliquer les obligations qui vont avec. Des obligations communes sont notamment la transparence et l'explicabilité, la capacité à fournir des documents qui viennent expliquer comment vous avez mis en place ou comment vous avez déployé ce système. Vous avez bien sûr une obligation de vous conformer aux normes de sécurité en fonction du niveau de risque de votre système d'IA et de vos modèles d'IA général. Et enfin, pour les systèmes d'IA au risque, vous avez des exigences de robustesse et de cybersécurité. C'est ce qui va nous intéresser le plus aujourd'hui dans le cadre de cette présentation cyber, c'est ces exigences de robustesse et de cybersécurité. Malheureusement, au sein de l'AI Act, ce n'est pas très clair. C'est-à-dire que l'article dédié vient dire que les systèmes d'IA doivent répondre à un niveau de robustesse et de cybersécurité qui peut être attendu pour ce système et qui doit être protégé contre les attaques et les actes malveillants. Ce n'est pas très clair comment concrètement on peut mettre en place cette obligation. Un conseil que l'on peut donner dans ce cas-là, c'est de se tourner vers le CRA qui s'aligne avec les AI Act dans le cadre des obligations de cybersécurité. En effet, il y a de fortes chances que si vous êtes un fournisseur de système d'IA au risque, ce système d'IA au risque soit également considéré comme un PEN, donc un produit comportant des éléments numériques critiques au sens du CRA, et donc qu'en complétant les obligations du CRA, vous puissiez compléter vos obligations de l'AI Act. Donc c'est vraiment très important de lire conjointement ces deux règlements. Et d'ailleurs, le législateur a prévu des moyens pour simplifier la mise en conformité dans les cadres de ces règlements, puisqu'on peut réaliser la même documentation technique pour le CRA et pour les Act pour justifier de sa conformité. Et on peut aussi passer la même évaluation des risques et l'évaluation de conformité pour le CRA et pour les Act afin d'éviter d'avoir à faire deux fois la même chose. Tout à fait. Alors, moi, j'ai envie de dire que, comme vous voyez, les Ajax, c'est quand même assez complexe. Ça rentre en action progressivement. Vous pourriez vous dire, bah, j'ai qu'à attendre la date où ça doit être opérationnel. En fait, non. C'est suffisamment complexe que pour que vous ayez vraiment besoin de temps pour vous préparer. Donc, il faut commencer tout de suite à vous poser des questions. Et vous verrez dans le matériel qu'on vous donne à la fin de la présentation, donc des ressources détaillées sur les IAPT, en particulier sur le site du Hub Francia, qui vous présente des guides pratiques et des méthodologies à suivre pour vraiment vous préparer à la chose. Il y a également des sujets concernant les vulnérabilités propres à l'IA. Et là, vous pouvez aussi aller regarder un livrable du Hub Francia sur les attaques sur l'IA qui vous donnera un certain nombre de mesures de remédiation ou de mesures de prévention. Donc là, ça clôturait la liste des réglementations qu'on voulait vous présenter. Et donc, on voit que, en résumé, toutes ces réglementations, elles portent des obligations pour les PME. Exactement, Différentes, Françoise. évidemment, mais c'est quoi exactement ces obligations? Dis-nous ça. Alors, ce qu'il faut garder en tête, si on fait un résumé bref de toutes les obligations qu'on a présentées aujourd'hui.
Il y a une obligation qui est transverse aux directives et aux règlements qu'on a présentés, qui est d'évaluer les risques de cybersécurité au sein de sa PME et aussi les risques liés à la conformité. C'est un élément très important. Il faut savoir ce qu'on doit faire et pour ça, il faut mener son évaluation des risques. Ensuite, une fois qu'on a réalisé cette évaluation des risques, tous les règlements nous demandent de mettre en place des mesures de sécurité. On l'a dit, qu'elles soient techniques, opérationnelles et légales pour protéger à la fois les systèmes et les données. On rappelle, technique, ça peut être au niveau du système, du processus, du produit. Organisationnel, c'est au niveau de son personnel, organiser les processus en interne, mettre à disposition les ressources et former son personnel. Une troisième obligation qui est transverse, c'est la notification des incidents. Si vous rencontrez un incident de sécurité sur vos produits, vos processus, vous devez le signaler aux autorités compétentes et également aux parties prenantes concernées. Vous devez également dire à votre client que vous avez rencontré une brèche de cybersécurité au sein de votre entreprise. Et enfin, cela rejoint les mesures organisationnelles, vous devez former et sensibiliser vos employés aux bonnes pratiques de sécurité et de conformité, car comme le disait plutôt au tout début de la présentation Françoise, dans 70% des cas, c'est à cause d'un employé, d'une action qu'on a une brèche de cybersécurité. Donc, Tout pour à se fait. protéger, former et sensibiliser vos employés, ça simplifiera tous les autres éléments du processus de mise en conformité. Et Bon, Et d'accord. donc, pour les étapes de cette mise en conformité, il y a plusieurs choses à faire. D'abord, identifier là où les réglementations qui me sont applicables. Il y a des outils qui vous permettent de regarder, de tester et documentez-vous pour savoir quelle réglementation vous est applicable. On a fait l'emphase juste avant, sensibiliser vos employés, formez-les aux enjeux de cybersécurité, formez-les aux enjeux de conformité. Ce sont la première ligne de défense, ce sont vos employés. Dans un deuxième temps, vous pouvez aussi réaliser un audit de sécurité et de conformité qui vous permettra d'identifier les actions et d'identifier également les réglementations qui peuvent vous être applicables. Suite à cet audit, cela vous permettra de mettre en place un plan d'action et d'identifier les priorités que vous devez mettre en place au sein de votre PME pour vous conformer et pour vous protéger. Une fois que vous avez mis en place ce plan d'action, il est important de le suivre et il est important de l'évaluer. C'est en évaluant et en suivant son évolution au cours du temps que vous pourrez voir si les mesures que vous avez mises en place sont efficaces ou si vous avez besoin de mener des actions supplémentaires. Alors, ça peut faire un petit peu peur, la façon dont on présente ces obligations et aussi on se rend compte qu'on a parfois beaucoup de choses à faire. Mais Françoise, il me semble qu'il y a des ressources qui existent pour la mise en conformité. Et si tu veux bien nous les présenter, je te laisse la main. Oui, absolument. En fait, il y a beaucoup d'entreprises qui se trouvent dans cette situation. Vous n'êtes pas tout seul, loin de là. Et donc, il y a un certain nombre d'outils qui ont été mis en place pour aider les entreprises à se mettre en conformité. La première chose, c'est tout ce qui est guide, outils, méthodes pratiques. Donc ça, c'est des ressources qui sont disponibles pour aider les PME à se mettre en conformité. Il peut y avoir des grilles d'auto-évaluation. Donc, on a mis quelques liens dans les références. Mais il y a tout un tas de choses que vous pouvez déjà récupérer pour vous aider. Le deuxième sujet, c'est l'aspect financier de la chose. Il y a un certain nombre d'aides financières, de crédits d'impôt, de subventions qui vont vous permettre de financer, au moins partiellement en tous les cas, votre mise en conformité. Donc, vous pouvez rechercher ces éléments ou consulter justement des conseils, des experts, des consultants en cybersécurité et en conformité qui sont capables de vous accompagner pendant le processus de mise en conformité ou au début de vous aider à trouver des subventions pour que ça vous coûte moins cher. Et le dernier sujet, Chloé en a parlé plusieurs fois, hein, surtout, il y a des formations. Formez vos employés, formez vos dirigeants. Pendant les formations, bien, en fait, les formateurs fourniront un certain nombre d'éléments qui pourront être utilisés dans le cadre de votre mise en conformité. Donc tout ça, ça fait un ensemble
vous pouvez mobiliser toutes ces choses-là pour en fait accélérer le processus et surtout qu'il vous coûte moins cher et qu'il soit bien fait. Parce que travailler pour être mis en conformité et le faire mal, ça coûte très cher et ça sert à rien en fait. Donc c'est ça qui est vraiment important, c'est de mobiliser les bons éléments. Et justement, Françoise, pour mobiliser les bons éléments, et comme tu nous disais, on n'est pas tout seul. Et Voilà. il existe en France plusieurs EDIH, EDI, European Digital Innovation Hub, qui peuvent vous accompagner. Alors tout à fait, la Commission européenne a mis en place en fait donc ces European Digital Innovation Hub, qui sont des organisations, il y en a à peu près 230 je crois en tout en Europe, il y en a 16 en France. Et là, l'idée d'un EDI, c'est de mettre en place tout un circuit d'accompagnement de l'entreprise pour faire des diagnostics, proposer des services et aider à ce que l'entreprise soit accompagnée tout au long du parcours. Ces parcours sont financés en général à minima à 50% par la Commission européenne et dans certains cas, il y a des compléments de financement qui peuvent être fournis par différentes méthodes, en particulier Cibia et d'autres EDI dont on vous donnera la liste tout à l'heure, sont financés par la région dans laquelle ils sont implémentés, Cibia, et financés à 50% par la région Île-de-France pour les sociétés qui sont localisées dans la région Île-de-France, bien sûr. Et là, si vous savez bien compter, 50% par la Commission européenne plus 50% par la région Île-de-France, ça veut dire que vous n'avez aucun reste à charge pour obtenir un accompagnement. Donc vraiment, ce serait dommage de vous en priver. Donc, consultez les EDI dans votre région. Et comme vous le voyez dans ce slide, donc les différents EDI qui sont ici ont participé à la production de cette capsule. Donc il y a Cibia, effectivement, pour la région Île-de-France. Vous avez l'EDI en Bretagne, avec le contact et le site qui est là. Vous avez l'EDI Green Power IT dans les Hauts-de-France. Vous avez le Data Hub dans la vallée de la Loire. Vous avez CyberOc en Occitanie, bien sûr. Vous avez Dynamique en Nouvelle-Aquitaine. Et vous avez l'EDI de la Réunion. Donc, vraiment, si vous avez bien compris tout ce qu'on vous a expliqué dans cette capsule, il est à peu près certain que vous êtes voilà, vous Vous êtes devez faire concerné. face, voilà, vous devez faire face à une réglementation ou à une autre. La question, c'est laquelle? Mais il y en a une, c'est sûr. Et faites pas ça tout seul. Retournez-vous vers l'un de ces édits, donc celui qui est proche de vous, et ils vous accompagneront, ils vous aideront, et probablement ça vous coûtera soit 50% du prix, soit rien du tout, selon les cas. Pour terminer, donc on vous a mis ici toute une liste de références auxquelles vous pouvez vous référer, puisque c'est les références. Vous pouvez vous référer sur ces différents sujets, donc soit les textes des règlements eux-mêmes, soit, par exemple, dans le cas de Nice 2, vous avez l'espace cyber qui est fourni. Ici, vous pouvez trouver des éléments. Ensuite, de façon générale, donc le site s'informer sur la réglementation donc de CyberGouv, où vous aurez tout ce qui concerne les réglementations cyber. À quoi j'ajoute, mais ça n'est pas inscrit parce que ce n'est pas encore publié, le MOOC sur Nice 2 qui va être publié par l'EDIH Bretagne. Donc, gardez un œil sur le site de l'EDIH Bretagne, dont vous avez l'adresse sur le slide précédent. Et également, concernant les IACT, nous allons produire avec Chloé une capsule à peu près du même volume que celle-ci, mais qui sera exclusivement concernée par les IACT. Donc, gardez tout ça. En tous les cas, le message final que nous voulons vous donner, c'est vous êtes concernés, c'est sûr. Si vous ne mettez pas en conformité, en fait, vous courez des risques financiers assez significatifs. Donc, prenez le problème en compte et faites-vous accompagner. Il y a tous les moyens qu'il faut pour ça et ça risque en fait même de ne pas vous coûter très cher. Donc, n'hésitez pas, allez-y et on espère que vous avez apprécié cette vidéo. Merci à vous. Et faites-nous vos Merci à vous. retours éventuellement. Merci. Au revoir.